Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours de physique onde optique et physique moderne. Euh, Ça va faire suite au cours précédent qui s'était arrêté à la fin du problème 5. On avait commencé à étudier le mouvement harmonique simple. Donc, on avait vu les équations qui décrivent la position, la vitesse, l'accélération. On avait parlé des notions d'amplitude, de fréquence angulaire, de phase, de constante de phase. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à explorer ces thèmes-là. On va ajouter un peu de travail et d'énergie là-dedans, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, si je continue à la question 6, où on était rendu, on vous dit un système bloc-ressort est relâché à partir d'une amplitude A. L'objet décrit un mouvement harmonique simple dans le plan horizontal. Montrer que l'énergie mécanique du système correspond à une demi-K A carré en tout temps. OK? Donc, on se souvient rapidement, l'énergie mécanique totale, qu'est-ce que c'est? L'énergie mécanique totale d'un système, c'est la somme de son énergie euh, la somme de son la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Dans notre exemple, comme le mouvement est horizontal, il n'y a aucune variation d'auteur, donc il n'y a aucune variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Il y a seulement deux sources d'énergie à tenir compte, l'énergie cinétique associée au mouvement de l'objet, puis l'énergie potentielle élastique associée à la compression ou à l'étirement du ressort. Okay? Donc si on regarde ça un petit peu plus en détail, vous remarquez ici, ce qu'on a, c'est un rappel des formules. Donc, l'énergie cinétique, on la mesure avec K qui est une demi fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. D'où ça vient cette formule-là? On va voir ça plus tard d'ailleurs, si vous avez jamais trop pensé à ça, d'où ça vient cette formule-là. On va voir ça plus tard ensemble. L'énergie potentielle élastique, elle, pour un ressort de constante K, ben, c'est donné tout simplement par une demi K fois l'allongement ou la compression du ressort au carré. Donc, quand mon ressort est ni étiré ni comprimé, par définition, delta L égale à zéro, donc il ne contient aucune énergie potentielle. Dès qu'on l'allonge, qu'on l'étire, ben, pour allonger ou étirer un ressort, il faut faire un travail dessus, il faut y fournir de l'énergie. Ça va l'étirer ou le comprimer d'une quantité delta L. Puis à ce moment-là, on va avoir stocké une demi-K fois delta L au carré. Dans le cas d'un oscillateur harmonique simple horizontal, ben, par définition, la position d'équilibre se trouve quand le ressort n'exerce aucune force. Donc, c'est quand le ressort est ni étiré ni comprimé. Okay? Donc, c'est ça la position d'équilibre. C'est là qu'on mesure x égale à zéro dans ce cas-là. Donc, si j'étire mon ressort d'une quantité x, si j'amène mon bloc à une position x, je vais étirer le ressort d'une quantité delta L. Donc, delta L et x sont complètement équivalents dans cette situation-là. Okay? Ici, ce qu'on vous a tracé, c'est une masse accrochée au bout d'un ressort qui oscille. Donc, juste pour vous montrer, ici, le ressort passe à sa position d'équilibre. À ce moment-là, la vitesse de l'objet est maximale, puis il oscille de part et d'autre de cette position-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le bloc passe par sa position d'équilibre? Okay? Donc, on se souvient qu'à ce moment-là, par définition, x est égal à zéro. Mon ressort est donc ni étiré ni comprimé, ne contient à peu près zéro, contient zéro énergie potentielle élastique. À ce moment-là, quand x est égal à zéro, la vitesse de l'oscillateur est maximale par contre. Donc, K va être dans le tapis. La somme des deux va me donner l'énergie totale de mon oscillateur à cet instant-là. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le bloc poursuit sa course? Bien, il va ralentir, il va s'immobiliser là où l'allongement est maximal, okay, à une amplitude A. À ce moment-là, la vitesse étant nulle, l'énergie cinétique est aussi nulle. À ce moment-là, l'allongement est maximal, l'énergie potentielle est maximale, la somme des deux me donne toujours E. Ce qu'on vous demande de vérifier, c'est que la somme des deux donne toujours la même quantité E qui est égale à une demi-K carré. Okay? Donc, comment on va faire ça? Mais pour faire ça, on va venir à l'écran, au tableau. Je vous ai écrit ici l'équation de l'oscillateur harmonique simple, tel qu'on l'a vu dans le cours hier. Ben, hier, je dis hier, là, mais dans le dernier cours. Euh, Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai tendance souvent à utiliser ça ici, puis à remplacer oméga t plus phi par θ. Okay? C'est la phase, je trouve que ça rend la notation beaucoup plus compacte, beaucoup plus facile à travailler. Okay? Donc, θ, dans le fond, c'est la phase, c'est là où se trouve mon oscillation. Okay? On va revenir beaucoup plus en détail sur ce concept-là avec les différents cours qui s'en viennent. Donc, dans le cahier de notes de cours, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit premièrement, écrivez l'équation de la position. Oups, pardon. On dit
écrivez l'équation de la position de ce mouvement harmonique simple. Ben, là, l'équation de la position. Donc, la position est donnée tout simplement par x qui est égal à a fois sinus de θ. Pour la vitesse, on sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, ça va être a fois oméga fois cos de θ. Okay. Donc, ça aussi, on a vu ça dans le dernier cours. On vous dit ensuite d'écrire l'équation pour l'énergie potentielle élastique. Okay? Donc, l'équation pour l'énergie potentielle élastique, UE, c'est 1/2 fois K fois l'allongement ou la compression au carré. Ici, notre compression est égale à X directement. Donc, ça va être 1/2 fois K fois A carré fois sinus carré de θ. En D, on vous demande d'écrire l'expression pour l'énergie cinétique à partir de la fonction V. Donc, on sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Donc, ça va être 1/2 fois m fois v qui est a oméga cos θ. Donc, je vais juste le réécrire légèrement différemment. OK? Cos carré θ. Puis ce qu'on vous demande ensuite, c'est d'écrire l'équation pour l'énergie mécanique totale. Puis de voir à quoi ça correspond. On sait que l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. Donc, ça va être 1/2 fois m fois oméga carré fois a carré fois cos carré θ plus 1/2 fois m fois, non, excusez, fois k fois a carré fois sin carré θ. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'autre ensuite? On sait que oméga est égal à racine de k divisé par m dans l'oscillateur harmonique simple. Donc, oméga carré est égal à k sur m. Okay? Donc, l'oméga carré qui est ici, je peux le remplacer par k sur m. Qu'est-ce que ça change? Ça me permet de réécrire l'équation pour l'énergie comme étant 1/2 fois m fois k carré sur m, fois k sur m, pardon, fois a carré fois cos carré θ plus 1/2 fois k fois a carré fois sin carré θ. On simplifie les m. Puis, je peux mettre ensuite 1/2 k a carré en évidence, okay, qui se trouve dans chacun des termes. Il me reste quoi? Ici, il me reste un cos carré θ. Puis ici, il me reste quoi? Un sin carré θ. Les maths étant ce qu'elles sont, s'il y a une identité mathématique entre égaux que vous devez connaître, c'est que ces deux termes-là, leur somme est égale à 1 en tout temps. Okay? Donc, c'est assez évident maintenant de voir que l'énergie mécanique totale, c'est 1/2 k a carré. Et ça reste constant. Okay? Donc, ça, c'est pour un oscillateur qu'on dit non amorti. Okay? Donc, l'énergie mécanique totale dans un oscillateur harmonique simple, en théorie, est toujours constante et conservée. Okay? Je reviens tout de suite. Donc, sachant que l'énergie est conservée dans un oscillateur comme ça, ce que ça veut dire en français, okay, en pratique, c'est-à-dire qu'imaginez que vous prenez un ressort qui est ni étiré ni comprimé, puis vous venez le comprimer. Okay. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous venez vous faites un travail dessus, vous allez donner de l'énergie à votre système, okay, pour le comprimer. Okay. En faisant ça, l'énergie que vous allez y donner pour le comprimer va être stockée sur l'énergie potentielle. Puis tout ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir échange d'énergie potentielle cinétique au fur et à mesure que votre système va bouger. Si vous pensez un petit peu à ça, okay, imaginez que vous avez une voiture. Okay, tout le monde a vaguement une idée comment une suspension fonctionne sur une voiture. S'il n'y avait pas de ressort dans une voiture, ça ne serait pas super confortable à conduire. Okay, on s'entend là-dessus.
Donc, ce qu'on fait dans une voiture, c'est qu'on va monter la voiture sur des ressorts, ok? Mais si c'était pour que ça soit plus smooth quand ça frappe un trou, ok? Mais évidemment, si on y pense un petit peu, imaginez que votre voiture elle passe dans un trou, puis là que la voiture s'écrase. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de l'énergie potentielle qui va être accumulée dans le ressort, dans le ressort de la suspension. Mais en théorie, cette énergie-là est conservée. Donc la voiture va bouncer, qui va rebondir comme ça indéfiniment. Ok. Vous ne voulez pas avoir une voiture qui va rebondir comme ça indéfiniment. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça s'arrête, ça. Donc, il faut que vous trouviez une façon de vous débarrasser de cette énergie-là. Ok. Donc, comment on fait pour se débarrasser de l'énergie qui est accumulée dans un ressort? Mais c'est qu'on va mettre un amortisseur. Ok. Donc, il y a deux parties à une suspension normalement. Il y a un amortisseur, puis il y a un ressort. Ok. Donc, ouais, donc je disais, on parlait des amortisseurs. On va revenir en fait plus sur le rôle des amortisseurs un petit peu plus tard dans le cours quand on va parler de mouvement harmonique. Ok. Mais gardez à l'esprit qu'un oscillateur, une fois qu'il a accumulé de l'énergie, en théorie, comme l'énergie est constante, le mouvement d'oscillation va rester indéfiniment longtemps dans le temps. Ok. Si les amortisseurs réels, ok, si les oscillateurs réels, pardon, finissent par arrêter de bouger, c'est parce qu'ils sont, on va dire, amortis. Ok. Donc, ils vont perdre de l'intensité, ils vont perdre l'énergie avec le temps. Donc, au lieu d'avoir une courbe sinus indéfinie, vous allez avoir un mouvement amorti. Puis, je vais essayer juste au moins de vous en représenter un. Donc, en temps normal, par exemple, je vais vous tracer à main levée, juste pour vous donner une idée. Euh, un mouvement d'oscillation, ok, va se répéter de façon indéfinie avec une amplitude qui ne va pas changer. Ok, avec une période bien définie. Mais dans un mouvement amorti, ce qu'on a, c'est qu'au départ, l'amplitude est très grande, puis au fur et à mesure que les oscillations se produisent, l'amplitude d'oscillation devient de plus en plus faible. C'est littéralement une fonction sin modulée par une enveloppe euh, exponentielle, souvent. Ok. Donc, l'amplitude décroît progressivement pour devenir de plus en plus négligeable. Ok. Donc, ça, c'est un oscillateur qu'on dit amorti, ça, c'est un oscillateur harmonique simple. Ok. Lui va osciller indéfiniment. Lui, en pratique, va finir par arrêter d'osciller. Okay? Donc, une voiture, c'est faite pour forcer l'amortissement des accélérations, des oscillations le plus rapidement possible. Okay? On va revenir là-dessus plus tard. Donc, si on revient sur... Pardon. Euh, on va travailler un peu pour se pratiquer avec les phases. Okay? Donc, on vous donne un exercice ici, on vous donne l'équation qui décrit le mouvement d'un oscillateur. Donc, on vous dit que pour un oscillateur, on a x qui est égal à 0,6 fois sin de 11t moins pi. Puis, on vous demande de trouver le premier instant pour lequel la vitesse correspond à 40% de la vitesse maximale pour le mouvement décrit par cette équation-là. Donc ça, encore une fois, supposons que vous avez une oscillation, un cycle d'oscillation normal, entre guillemets. OK? Donc, voici un cycle d'oscillation au complet. Okay? Donc, si on pense en termes d'angle θ, imaginez-vous, là, laissez faire la notion d'oscillateur. Ça, c'est une courbe x ou y qui est égale à... Qu'est-ce que je suis en train d'effacer? Ah, bon. Nope, nope. Ah, excusez. Bon, je suis en train de me perdre là-dedans. OK. Donc, supposons que ça, c'est la position de l'oscillateur en fonction de la phase. Les fonctions y est égale à... Excusez, là. Y est égal à A fois sin de θ. OK? Bon, ben on sait que ça c'est 0, ça c'est pi sur 2, ça c'est pi, ça c'est 3 pi sur 2, ça c'est 2 pi ici. OK? Puis après ça, le cycle recommence. Nous, on dit que la phase au départ pour notre oscillateur, c'est moins pi. OK? Donc, si je regarde par exemple la position initiale de mon oscillateur, quelle est-elle? Ben, sin de moins pi, ça vaut 0. Donc, la position, en fait, dans le cycle avant, si on veut, là, mon oscillateur commence, en fait, commence ici.
okay, quand la phase est égale à pi. Donc, il commence en se déplaçant vers le bas ici. À t égale 0, la vitesse de mon oscillateur, qui est donnée par 11 fois 0,6, donc 6,6 fois cosinus de 11t moins pi. Sa vitesse initiale est comment? Okay? Cos de moins pi, ça vaut moins 1. Donc la vitesse est moins 6,6. Donc ça veut dire que la vitesse est maximale et négative. Donc on voit vraiment mon oscillateur est ici. À ce moment-là, sa position est nulle, mais sa vitesse est négative. Donc il se déplace dans cette direction-là. Donc nous, on veut savoir à quel instant la vitesse correspond à 40% de la vitesse maximale. Donc 40% de la vitesse maximale, là, par exemple, on peut la trouver à 4 endroits dans un cycle d'oscillation. Ça, on en avait déjà discuté hier. Je vais vous le remettre. Donc, je me suis juste retrouvé une courbe sinusoïdale. Excusez, là, je suis un peu encore. C'est un peu nouveau pour moi ce logiciel-là. OK? Donc, voici une courbe sinusoïdale. Puis on avait dit, mettons qu'on cherche à savoir la position. OK? Mais il y a 4 moments, 4 instants où la vitesse, nous on sait que la vitesse est maximale là, minimale ici et là. Donc 40% de la vitesse maximale, c'est pas important c'est où exactement, mais supposons que ça soit ici. OK? Ça va être aussi ici, ça va être aussi ici, ça va être aussi ici. À ces 4 phases-là, la vitesse est toujours 40% de la vitesse maximale. OK? Moi, je vous dis, on peut aussi s'habituer à mettre ça dans un cercle trigonométrique. Donc, on peut aussi représenter ces 4 positions-là. Donc, si, mettons, j'ai 40% de la vitesse à une phase. Oh, oh, oh. Ok. Comment j'ai fait pour faire ça? Attendez. Ah! Add scroll wheel. C'est comme un cours, hein? Des fois, ça va pas tout le temps comme on le souhaite. Donc, position et vitesse, toutes les deux négatives. Ici, la position est négative. Hey, tout s'écroule, là. Je perds les écouteurs. Bon, OK. Nous, qu'est-ce qu'on vient de dire? On veut notre mouvement commencer alors que la position était nulle et la vitesse était négative. OK? Donc, la phase initiale où commençait notre oscillateur était ici. Donc, autrement dit, mon oscillateur, au départ, là, son vecteur phase là, pointait par là parce que si on dit que x est égal à a fois sin de θ, la phase initiale est égale à moins pi. Okay? Donc, je pars de 0 puis je recule de pi radian. Donc, mon vecteur phase pointe par là. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le temps augmente? Bien, la phase étant une fonction du temps, ben, la phase commence à phi et augmente autour de oméga rad par seconde. Okay? Donc, si je voulais le rapporter, mettons, comment varie la phase en fonction du temps, ben moi ici, la phase initiale a commencé à moins pi, puis elle ne fait qu'augmenter de façon linéaire avec le temps, où la pente est égale à oméga ici, par exemple. Okay? Donc, c'est une fonction linéaire du temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur tourne, tout simplement. Okay? Puis à toutes les t majuscule secondes, à toutes les périodes, il revient à la même position. Okay? Ainsi de suite. Nous, on veut que la vitesse soit 40% de la vitesse maximale dans ce cas-là, par exemple. Okay?
Donc, ce que ça veut dire qu'on a le choix entre lui, puis lui, où ça va se produire pour la première fois. Mais ça va se produire ici, ok, pour la première fois. Ok. Quand la phase va pointer là. Donc, ce qu'on doit évaluer, c'est l'angle de phase où la vitesse est 40% de la vitesse maximale. Ok. Comment on fait pour faire ça? Mais nous, on sait que la vitesse, qui est donnée par 6,6 fois cos de oméga t, ok. Autrement dit, 6,6 fois cos de θ. Okay. Je veux trouver le θ où la vitesse est 40% de la vitesse maximale. Donc, 40% de la vitesse maximale, ça correspond à peu près à 2,64 mètres par seconde. « 40% de 6,6, c'est 2,64. Okay. Donc, je cherche θ pour lequel V est égal à 2, plus ou moins 2,64. Okay. Donc, je veux que 2,64 soit égal à 6,6 fois cosinus de θ. Encore que cos de θ soit égal à 0,4. Ou encore que θ soit égal à 1,16 rad. Ouais, c'est ça, à 1,16 radian. Okay. Donc, c'est-à-dire que quand mon angle θ est de 1,16 rad, okay, la vitesse est 40% de la vitesse maximale. Ça veut dire que okay, le 1.16, c'est carrément ça ici. Là. Donc, chaque fois que ça, c'est 1.16 rad, la vitesse est 40% de la vitesse maximale. Okay? Donc, lequel est le bon? Okay? Bon, on a déjà parlé un peu. Okay? Nous, on part de ce point-là ici, quand la vitesse est maximale et négative, à cause que la phase initiale, c'est moins pi dans mon problème. Donc, je veux avancer jusque-là. Okay? Donc, je ne dois d'avancer que de 1.16 rad. Okay? Mais combien de temps ça prend à mon vecteur de phase pour avancer de 1.16 radians s'il se déplace autour de 11 radians par seconde, qui est la vitesse angulaire? Okay? Donc, la définition de la vitesse angulaire du oméga, c'est le déplacement angulaire par unité de temps, on se souvient. Là. Okay? Donc, en français, moi, le oméga, le vecteur oméga tourne autour de 11 rads par seconde. Okay? Puis, je veux qu'il parcourt un déplacement de 1.16 rad parce que je veux que mon vecteur parte de là puis se rende jusque-là. Okay? Donc, il doit parcourir un θ égal à 1.16 rad. Donc, je cherche le delta t. Delta t, c'est déplacement angulaire sur vitesse angulaire. Donc, c'est 1.16 rad divisé par 11 rad par seconde. Ça donne à peu près 0,106 secondes. Okay. Okay. Une autre façon, il y a plusieurs façons de le voir. Ça, je vous avoue, là, moi je trouve personnellement, c'est la partie la plus abstraite. Okay, là, de loin, là, la partie la plus abstraite des premières semaines. Là. Excusez, un petit shooter d'espresso, ça a toujours sa place. C'est toujours la partie la plus abstraite de s'habituer à travailler avec ce concept de phase-là. Okay? C'est ça qui va être souvent assez laborieux. Okay? Mais j'espère que ça va donner un petit peu plus tangible. Là, okay? Une autre façon de le voir, ok, je reviens une seconde. Bon, je vous ai mis deux scènes, ok, deux fois le même graphique en fait, c'est pas même compliqué, mais c'est juste pour vous essayer de vous faire saisir un peu mieux les phases puis leur rôle, ok. Donc, supposons que je regarde ça comme étant juste une équation mathématique. Là. Oubliez les oscillateurs harmoniques simples. Ça, c'est une courbe sinus de θ entre 0 et 2π. Donc, θ varie de 0 à 2π. Puis après ça, on recommence un nouveau cycle d'oscillation. Okay? Ici, supposons que c'est un oscillateur harmonique simple. Okay?
ça ressemble beaucoup. OK? Ce qu'on vous dit, c'est que ici, le temps va varier de 0 à une période, puis après ça, l'oscillation va recommencer. OK? Donc ici, le temps va varier de 0 à une période, puis le cycle va recommencer. Autrement dit, ici, ça, c'est une fonction qui est invariante sous une rotation de 2π radians. Ça, c'est une fonction qui est invariante sous une translation de t majuscule seconde. OK? Maintenant, supposons que je prends deux points situés ici, puis là, dans mon cycle d'oscillation, puis de la même façon, deux points situés ici, puis là, dans mon cycle d'oscillation. Ces deux points-là sont séparés dans l'espace des phases, des angles, par, appelons ça, une quantité delta phi. OK? Mais les mêmes deux points ici sont séparés par un intervalle de temps delta t. OK? Ça va jusque-là. Ben, si on fait des rapports de proportion simples, OK? Si je prends le delta phi que je divise sur le 2π, ben, c'est tout simplement mon espace delta t séparé par une période de temps. OK? C'est le même rapport, OK, entre ces quantités-là. OK? On est d'accord? Donc, supposons que ça représente, je ne sais pas moi, le quart du cycle. Mais le delta phi, si delta phi c'est pi sur 2, pi sur 2 sur 2π, ça donne un quart de cycle. Ben là, ici, si ça mesure une période, ça c'est le quart de la période, c'est tout. OK? Ben, en même temps, je pourrais réarranger ça juste un petit peu, OK, pour montrer que delta phi sur delta t est égal à 2π sur la période. Puis on se souvient que delta phi sur delta t, c'est le taux de variation de la phase, ben, c'est la vitesse angulaire, OK? Donc c'est mon oméga, qui est aussi la définition de 2π sur la période. Donc, tout ça, c'est relié, je sais, c'est super abstrait, là, OK? Mais moi, ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est que nous, on a dit, moi, par exemple, on cherche l'intervalle de temps que ça prend, OK? On cherche le delta t, ici, pour un delta phi de 1,16 rad, OK? Donc, on veut avancer de 1,16 rad dans l'espace des phases. Combien ça va me prendre de temps si je me déplace à 11 rad par seconde? C'est ça qu'on vient de faire, essentiellement, OK? Donc ça, je vous suggère encore une fois là, de faire bien attention à ces situations-là. C'est vraiment des façons euh, assez, assez spéciales. Là. On n'est pas habitué de travailler comme ça, mais une fois qu'on maîtrise bien ça, de plus en plus, moi, en fait de moins en moins, je devrais plutôt dire, je vais parler en termes de phase, puis je ne parlerai plus en termes de oméga t plus phi. Ça, je trouve ça plus mêlant que d'autres choses. T'sais. En particulier, si on regarde le point qui est ici au sommet, par exemple, juste pour donner un exemple, un dernier avant de passer à autre chose, ben, c'est quoi la phase pour que la position soit maximale? Ben, il faut que la phase soit égale à pi sur 2. OK? Donc, il faut que le oméga t plus phi soit égal à pi sur 2 si on veut parler du point qui est au sommet de la vague ici. OK? C'est quoi le temps ici? Ben, lui, ce temps-là, il dépend de la période de mon oscillateur. Mais si je vous dis la phase est égale à pi sur 2, ah, mais là, blague, on parle tout de suite du point où le ressort est étiré au maximum, par exemple, ou comprimé au maximum. On parle du point où x est positif et maximum. OK? La phase est toujours la même ici, alors qu'ici, ça dépend de la période d'oscillation. Donc, c'est une façon de généraliser que je vais utiliser le plus souvent possible parce que je trouve ça très pratique. OK? Même si c'est légèrement plus abstrait pour vous. Donc, passons. On dit ensuite un cylindre de 600 grammes est suspendu à un ressort vertical dont la constante d'élasticité est 12 Newton par mètre. Quand t est égal à 0, on lâche le cylindre à partir du repos quand le ressort est étiré de 60 cm. Vérifiez que ce mouvement est bel et bien un mouvement harmonique simple. OK. Oups, excusez. Donc, si on a un ressort vertical, OK. Donc, moi, pour faire des problèmes comme ça avec les ressorts verticaux, moi, je vous suggère de vous faire des dessins. OK. Je vous suggère toujours de faire des dessins, en fait, là. Mais au problème 8, je fais toujours trois choses. Donc, mon ressort ni étiré ni allongé. Donc, moi, j'appelle ça ni étiré ni allongé. OK? Mon ressort nini. OK? Donc, mon ressort nini, il a l'air de ça. OK? Ensuite, on dit à la position d'équilibre. De quoi ça a l'air? Accrochez une masse au bout d'un ressort, puis assurez-vous qu'il soit en équilibre. Donc, il va s'étirer d'une certaine quantité. OK? Qu'on va appeler, nous, grand L souvent, OK? Qui va être l'allongement à l'équilibre. OK?
Puis là, après ça, prenons à une position à un x donné, là, à notre condition initiale par exemple, ou peu importe, à une position x. OK? Donc voici ma masse à une position x quelconque. OK? Donc, qu'est-ce qui est important? Ben, par définition, si ça c'est à la position d'équilibre, quand le ressort est, quand la masse est juste suspendue au bout du ressort, ça ne bouge pas, mais par définition, ça définit là où x est égal à 0. OK? Ici. Puis on va utiliser une convention où x est positif vers le haut. Nous. Okay? Ça ne change rien, mais c'est juste pour s'aider. Donc, par définition, par construction, mon ressort ici est à une position égale à x. Okay? Puis, pardon, si on veut vérifier que c'est un MHS, il faut étudier la force résultante sur la masse à cet endroit-là. Okay? Donc, quelles sont les forces qui agissent sur la masse ici? Ben, on a le poids de la masse, okay? L'attraction gravitationnelle causée par la Terre qui tire vers le centre de la Terre. Puis, on a la force exercée par le ressort. Comme mon ressort est étiré à ce moment-là, ben, la force va chercher à ramener la masse vers le haut. Le ressort va tirer vers le haut ici. Okay? Ma convention est que toutes les quantités vers le haut sont positives ici. Okay? Donc, quelle est la force? Bon, premièrement, je veux juste, petite parenthèse, regardons la situation à l'équilibre. Okay? Ici, on est à l'équilibre, donc par définition, mon objet ne subit aucune force résultante. Quelles sont les deux forces qui agissent sur l'objet quand il est ici? Vous avez le poids puis la force exercée par le ressort à l'équilibre. Okay? Donc, vous avez positive la force du ressort à l'équilibre, négative le poids. Donc, il faut que la force exercée par le ressort à l'équilibre soit égale au poids. Quelle est cette force à l'équilibre? Ben, mon ressort est étiré de L majuscule. Donc, la force exercée par le ressort, c'est K fois grand L qui est égal à P ou à mg. Regardons maintenant ici. Quelle est la force résultante à cette position-là ici? Okay? Somme des forces est égale à M fois A. On cherche la force résultante est égale à quoi? Okay? On veut savoir si elle est proportionnelle à la position. Donc, il y a deux forces qui agissent sur elle. La force exercée par le ressort est positive, puis le poids est négatif. Okay? La force exercée par le ressort, c'est K fois l'allongement ou la compression de mon ressort. Mon ressort était tiré de combien à ce moment-là? Okay? Mais si je regarde, là, il était tiré de cette quantité-là. Okay? Vous êtes d'accord? J'espère. Mon ressort ni étiré ni comprimé, il est là. Puis là, mon objet est ici. Donc, le ressort est tiré de cette quantité-là, delta L. Delta L, si je regarde, c'est grand L moins X. OK? Donc, c'est bon? Donc, c'est grand L moins X. C'est une quantité qui est positive ici. OK? Moins P. Si je distribue le K, j'ai K grand L moins KX. Mais qu'est-ce que j'ai ici? OK? Je sais que KL est égal au poids de l'objet. Donc, KL moins P est égal à 0. Donc, la force résultante qui agit sur mon oscillateur, c'est tout simplement moins KX. OK? Puis ça, c'est ce qui caractérise un oscillateur harmonique simple. OK? Il faut que la force résultante qui agit sur lui soit proportionnelle et de signe contraire à la position de l'oscillateur. C'est ça la condition dynamique pour avoir un oscillateur harmonique simple. Donc, les mêmes problèmes ayant les mêmes solutions, on trouve un oscillateur harmonique simple. On peut tout de suite poser que force résultante est égale à moins kx, qui est égal à m fois l'accélération de mon pendule, de mon oscillateur, pardon. Ben, si vous remarquez, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait auparavant, qui était que l'accélération doit être égale à moins oméga carré fois x. Puis ici, par analogie, on va avoir a qui est égal à moins k sur m fois x. Donc, je sais que oméga carré est égal à k sur m, ou encore que oméga est égal à racine de k sur m. OK? Ce
qui se trouve être la même solution que le système masse-ressort horizontal. Okay? Donc, prenez un ressort de constante K donné, prenez une masse M connue. Si vous accrochez cette masse-là au bout du ressort, que vous la laissez osciller à l'horizontale ou à la verticale, ils vont avoir la même fréquence d'oscillation, donc la même période d'oscillation. La seule différence, c'est que la position à l'équilibre ne sera plus la même. Dans le cas du ressort horizontal, il va osciller autour d'une position où le ressort est ni étiré ni comprimé, tandis que si le ressort est vertical, la position d'équilibre va descendre normalement, okay, pour aller s'ajuster là où le ressort est en équilibre où la force exercée par le ressort est équilibrée par le poids. Donc, ils ne vont pas osciller autour de la même position d'équilibre, mais ils vont osciller à la même fréquence, okay, que le système soit horizontal ou vertical. Dans les deux cas aussi, la fréquence d'oscillation ne dépendra pas de l'amplitude d'oscillation du pendule. Encore une fois, comme je vous disais, je vais essayer vraiment de vous trouver des illustrations de tout ça. Okay? Ici, vous allez dire peut-être, ouais, mais ici, vous avez pris un X positif. Si j'avais pris un X négatif, qu'est-ce que ça aurait changé? Okay? Mais si X avait été négatif, okay, il aurait quand même fallu que j'utilise la même expression ici pour la grandeur de l'allongement, parce que là, j'aurais eu L plus X, mais mon X étant négatif, il faudrait que je considère moins X ou X est négatif pour que ça fasse L plus X, entre guillemets. Bref, pour que cette quantité-là soit plus grande, il faudrait que X soit négatif, donc moins négatif donne positif, donc ça donne un étirement plus grand que L. Donc ça serait la même situation. Que X soit positif ou négatif, autrement dit, cette expression-là est valide toujours. Okay? Donc si on vous demande de calculer la fréquence angulaire, ben, on vient de le dire, les mêmes problèmes ont les mêmes solutions. Oméga, pardon, oméga égale racine de K sur M. Donc, dans notre problème, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne oups, excusez. Donc, on nous donne K est égal à 12, puis M est égal à 0,6 kg. Donc, ça nous donne une fréquence angulaire de 4,47 rad par seconde carré. Rad par seconde, rad par seconde. OK. On vous demande en C d'écrire l'équation de la position du cylindre en fonction du temps. Donc, c'est un oscillateur, les oscillateurs ont tous la même forme. Les oscillateurs harmoniques simples, pardon, ont tous la même forme. On vient de déterminer l'oméga. On a besoin du A et du phi. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on nous donne pour évaluer ça? Okay? On nous dit à t égale 0, on lâche le cylindre à partir du repos quand le ressort est étiré de 60 cm. Okay? Donc là, il y a quand même de l'information là-dedans. Okay? Premièrement, ce qu'on va vouloir déterminer, c'est. Voyons, excusez, là, je suis encore en train. Okay? Moi, j'ai besoin de connaître l'allongement à l'équilibre. Pourquoi? Ben, parce qu'on nous dit, moi, j'ai étiré le ressort de 60 cm pour le mettre en mouvement. Mais ça ne veut pas dire que l'amplitude du mouvement va être de 60 cm. Évaluons tout d'abord l'allongement à l'équilibre. Okay? Donc, on veut que K fois l'allongement à l'équilibre soit égal à P fois G, à mg, pardon. Okay? Donc, il faut que L soit égal à 49 cm. Okay? Donc, L est égal à 0,49 m. 49 cm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez votre masse de 600 grammes au bout d'un ressort de constante K égale à 12, puis laissez-le immobile. Là. Le ressort va être étiré de 49 cm. Nous, on a dit, pour mettre le système en mouvement, okay, on l'a étiré de 60 cm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je reviens rapidement, j'ai mon ressort ni étiré ni comprimé, mon ni, mon ressort à l'équilibre, étiré de 49 cm avec la masse au bout. Puis on dit pour le mettre en mouvement, notre condition initiale, on a étiré de 60 cm. Donc, quelle est ma position initiale? Okay? Ma position initiale, on mesure toujours
la position par rapport à la position d'équilibre. Donc, ma position initiale, c'est 49 moins 60, c'est moins 11 cm. OK? Donc, je suis 11 cm sous la position à l'équilibre au départ. Comme on le lâche du repos, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est à son étirement maximal. Okay? Donc, j'ai pris l'objet qui était à 49 cm à l'équilibre, je l'ai étiré de 11 cm, puis je le lâche. Donc, il va osciller de 11 cm en dessous de l'équilibre à 11 cm par-dessus, à 11 cm en dessous, à 11 cm par-dessus. Ainsi de suite. Donc, l'amplitude d'oscillation est de 11 cm. OK? Donc là, je peux écrire, j'ai déterminé le A. Il me reste la phase initiale à déterminer. OK? Mais ça, on peut le faire d'une couple de façons. Une façon que j'aime, moi, je vous suggère, vous allez retenir là. OK, excusez, là, ça c'est. OK. OK. Donc. OK. Donc, nous, on dit, si on regarde ce graphique-là, la position, ici, la position est 0, là, il est au maximum, là, il est à 0, là, il est au minimum, puis il revient à 0. Ça, c'est 0, ça, c'est pi sur 2, ça, c'est pi, ça, c'est 3 pi sur 2, ça, c'est 2 pi. Nous, il commence où? Il commence là où la position est maximale et négative. Donc, il commence ici, quand la phase est de 3 pi sur 2. Okay? Donc, l'équation complète du mouvement, qui est A fois sin de oméga t plus phi, va être x de t est égal à l'amplitude, 11 cm, le oméga 4.47, je me souviens plus. Oui, c'est ça, donc 4.47 fois t plus la phase initiale 3 pi sur 2. Okay? Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, l'autre façon de déterminer la phase initiale serait juste d'utiliser ça ici. Donc, on dit x est égal à a fois sin de θ. Pardon. Position initiale, moins 11 cm. Amplitude, 11 cm. Donc, il faut que le sinus de θ soit égal à moins 1. Quel est l'angle dont le sinus est égal à moins 1? θ est égal à 3 pi sur 2, ou à moins pi sur 2, là, comme vous préférez, là, vous pouvez écrire moins pi sur 2 aussi. C'est invariance des rotations de 2 pi. OK? Donc, c'est bon. Donc, là, la réponse à la question qu'on se posait. OK? On vous demande en D, trouver le premier moment auquel le cylindre passe par la position X est égal à 5 cm avec une vitesse négative. Bon, là, ça se garde. OK? Donc, nous, on va revenir à ce qu'on avait dit tantôt avec notre cercle trigonométrique. OK? Voyons. OK. Donc, si on revient, excusez, là, on dit trouver le premier moment auquel le cylindre passe par la position 5 positive avec une vitesse négative. Donc, je reviens à ce cercle-là, puis à ce diagramme-là que je vais utiliser excessivement souvent au début. Donc, il y a 4 endroits où la position est de 5 cm. Là, là, là et là. 2 où la position est positive. 1 où la vitesse est négative en plus. Okay? Donc, juste en regardant ça, nous, on sait que c'est ce point-là dans l'espace des phases où on veut aller. Okay? Pourquoi? À ce moment-là, ça, c'est la position. La position est positive et la vitesse est négative. Dans le cercle trigo, à quoi ça correspond? On se souvient que x et v sont positifs ici. X est positif, v est négatif. X et v sont négatifs. X est négatif, v est positif. Nous, on veut la solution qui est ici. On veut cette solution-là. Évidemment, il y a d'autres solutions. Okay? Ils sont toutes symétriques. Okay? Le but, maintenant, il y a deux choses. On veut trouver θ. Okay? Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est que vos θ, on sait que x, c'est 0.11 fois sin de θ. Donc, nous, on veut une position de 5 cm. Donc, on veut que sin de θ
soit égal à 0.05 sur 0.11. Θ est donc égal à 0.472 rad. Okay? Donc, excusez-moi, le 0.472 rad, c'est ça ici. Okay? Donc, le θ est égal à 0.472. Nous, on veut se rendre jusque-là. Autrement dit, on veut que le vecteur de phase pointe là. Okay? On part de où, nous? Okay? On part d'une phase de 3 pi sur 2. Ou de moins pi sur 2 ici, si vous préférez. Okay? Donc, initialement, mon vecteur de phase pointe ici. Okay? Ça, c'est phi. Ma phase initiale, c'est 3 pi sur 2. Moi, je veux me rendre jusque-là. Okay? Puis ce que je sais, c'est que le vecteur de phase tourne dans le sens horaire à la vitesse oméga. Okay? Donc, je veux que mon vecteur de phase parcourt 3 pi sur 2 moins 4.472. Okay? Donc, on suit. Donc, mon déplacement angulaire, c'est partir de là puis me rendre jusque-là. Il mesure 3 pi sur 2 moins 0.472. Okay? Il mesure. Excusez, là, je ne l'ai même pas évalué. 3 fois pi divisé par 2 moins 0.472. Donc, 4.23 radians. OK? Puis, nous, on cherche combien de temps ça va prendre. Ce qu'on sait, c'est que la vitesse angulaire de rotation, c'est 4.47 rad par seconde. OK? Donc, on sait que oméga, c'est delta phi sur delta t. Donc, delta t est égal à delta phi sur oméga. 4.23 sur 4.47. Donc, on trouve un delta t de l'ordre de 0,9 secondes. 0,95 secondes. OK. Si vous êtes un peu perdu, là, ça se peut. OK? Parce que c'est nouveau, je le sais, c'est super abstrait. OK? Non, c'est pas la seule façon de le faire, mais moi, c'est la façon que je trouve la plus, peut-être, je peux pas dire la plus évidente, là, mais c'est celle avec le temps qui est la plus concrète, entre guillemets, si ça peut vous encourager ou pas, là. On s'entend, c'est pas dans le super concret, là. C'est très abstrait, j'en suis bien d'accord, là. Mais c'est quand même ça qui fonctionne le mieux, personnellement. OK? Donc, on vous dit alors que vous la vitesse. OK? Que vous la vitesse à ce moment-là, ben à ce moment-là, mon vecteur de phase pointe ici. OK? Donc, quelle est la phase à cet endroit-là? Voyons. OK? La phase à cet endroit-là, c'est pi moins 0.472. OK? Là? Donc, on se souvient, hein, on mesure. Pourquoi je fais ça? Je mesure toujours l'angle positif par rapport à l'axe des x positif. Ma phase de 0 est ici. Là. Donc, moi, je me rends jusque-là. Ça, c'est quoi cet angle-là? C'est pi moins 0.472. OK? Donc, pi moins 472, ça vaut... Ben, en fait, ouais, ok. Encore plus simple que ça. Excusez, là. Pi moins 0.472, ça donne 2.67 à peu près. 2.67 rad. Donc, la vitesse devrait être égale à A fois oméga fois cos de θ, c'est-à-dire 0.11 fois 4.47 fois cosinus de 2.67. Ça vaut combien tout ça? Ça vaut moins 0,44 mètres par seconde. Ce qui est toujours le fun. Pourquoi? Parce qu'on voulait un instant où la vitesse était négative. On a trouvé une vitesse négative. On ne doit pas avoir fait ça tout croche tant que ça. OK? Euh, pour le prochain exercice, en fait, attendez une seconde. Quelle est la force exercée sur le ressort calculé au temps en D? Ben, il y a plusieurs encore là façons de le faire. OK? Moi, je vous dirais que la façon la plus simple, OK?
c'est de réfléchir à l'étirement à ce moment-là. On sait quelle est la force exercée par le ressort. On sait que la force exercée par un ressort, c'est K fois l'allongement du ressort. Donc, nous, on sait que notre ressort à l'équilibre, là, OK? Ça, c'est mon ressort Nini. Ça, c'est mon ressort à l'équilibre, étiré de 49 cm. Puis on dit, nous, que la position était positive. Mon ressort était 5 cm au-dessus de sa position d'équilibre au moment où on l'a calculé sa vitesse. Donc le ressort est plus juste étiré de 44 cm. Okay? Donc ça mesure 49 moins 5 cm. Donc ça mesure 44 cm. Donc, c'est quoi la force exercée par mon ressort? C'est sa constante d'élasticité 12 multipliée par son allongement à ce moment-là, qui est de 44 cm, qui est donc de 5,28 newtons. Force exercée par le ressort. Okay? L'autre façon, je vous la schématise ici à côté. Là. Je vais juste vous montrer ça, mais pour vous montrer, il y a toujours plusieurs façons. Il y a souvent plusieurs façons de faire les choses. Okay? Donc, on aurait pu prendre l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, évaluer la formule pour l'accélération. Remplacer t égale 0,95 secondes pour trouver l'accélération à ce moment-là. Poser F égale ma, connaissant le poids et l'accélération, déterminer la force exercée par le ressort. On aurait trouvé la même chose. Okay? Vous remarquerez que la technique est un petit peu plus élaborée, par contre, de ce côté-là. Okay? Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous tente toujours de faire. Okay? Donc, pardon. Si on regarde ensemble le problème, la question 9 ensuite. Donc, revenons à la question 9, pardon. OK. Donc, question 9. OK. On dit un cylindre de 100 grammes suspendu à un ressort vertical. Quand le système est à l'équilibre, le ressort est étiré de 10 cm par rapport à sa longueur normale. Donc, revenons avec mon schéma d'un ressort Nini. À l'équilibre, on dit le ressort est étiré d'une quantité de 10 cm par rapport à son longueur normale. Okay? Donc, moi, je sais qu'à l'équilibre, okay, la force exercée par le ressort a la même grandeur que le poids de l'objet. Okay? C'est ça la définition de la position d'équilibre dans ce système-là. C'est quand le poids et la force exercée par le ressort ont exactement la même grandeur. Donc, je sais que K fois grand L est égal à M fois G. Ça veut dire que quelle est la constante K de mon ressort? K fois 10 cm est égal à la masse fois 9,8. Donc la constante K de mon ressort, c'est 9,8 Newton par mètre. Okay? Donc ça déjà en partant, j'ai cette information-là que je connais. Si on vous dit ensuite, calculer la force résultante sur le cylindre au pôle plus bas de sa trajectoire, on dit pour mettre le système en mouvement, on étire le ressort de 25 cm par rapport à sa longueur normale. Donc pour mettre le système en mouvement, les conditions initiales, j'ai étiré mon ressort de 25 cm par rapport à sa longueur normale. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amplitude d'oscillation, c'est 15 cm. Okay? Parce que initialement, le ressort est 15 cm sous sa position d'équilibre. Okay? Donc, c'est ça. Donc, on disait, excusez-moi, on disait que la position d'équilibre, c'est 15 cm. La position initiale, c'est 15 cm sous la position d'équilibre. Donc, l'amplitude d'oscillation est de 15 cm. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir la force résultante sur le cylindre au point le plus bas de la trajectoire. Donc, en chaque cas, la force résultante est exprimée de la même façon. La force résultante est une combinaison de la force exercée par le ressort puis du poids. Okay? Comme par définition, tout ce qui est vers le haut est positif, mais la force résultante, c'est toujours la force exercée par le ressort qui est positive moins le poids qui est négatif. Okay? La force exercée par le ressort, c'est K fois l'allongement.
Puis le poids de l'objet, ben le poids de l'objet, c'est sa masse fois G, donc c'est 0,98 newton, c'est une constante. Okay. Donc, au point le plus bas de la trajectoire, le ressort est étiré de 25 cm. Okay. Donc, je vais avoir 9,8 fois 0,25 moins 0,98. Je trouve une force de 1,47 newton. Donc, quand je suis au point le plus bas, la force résultante, okay, donc au point le plus bas, la force résultante mesure 1,47 newton, puis est orientée vers les X positifs. Okay? Donc, elle veut me ramener vers la position d'équilibre. C'est bon? Au centre de la trajectoire, ben, au centre de la trajectoire, c'est ça qu'on a utilisé. On a utilisé au centre de la trajectoire pour déterminer la constante K du ressort. Donc, la force résultante au centre de la trajectoire est égale à 0. OK? Puis, au sommet de la trajectoire, là, c'est là que ça devient un petit peu plus touché. Au sommet de la trajectoire, qu'est-ce qui se passe? OK? Au sommet de la trajectoire, mon ressort est comprimé de 5 cm. OK? Pourquoi? Ben, parce que mon bloc. Oh là 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 là. On achève là, les lignes un peu partout. Là. Bon, c'est même pas de là. On disait initialement, mon bloc est 15 cm sous sa position d'équilibre. C'est l'amplitude d'oscillation. Donc, au sommet de la trajectoire, il va monter 15 cm au-dessus de la position d'équilibre. Ça va. Mais si vous vous rappelez, quand il était ni étiré ni comprimé, OK, la position d'équilibre est juste 10 cm sous mon ressort, ni étiré ni comprimé. Donc, quand que ça mesure 10 cm, donc au sommet de la trajectoire, mon ressort est comprimé de 5 cm. Okay? Si le ressort est comprimé, ça veut dire que la force que lui exerce, elle va être vers le bas. Okay? Pourquoi? Euh, parce que le ressort veut toujours revenir à sa position ni étiré ni comprimé. Donc si moi je veux comprimer le ressort de 5 cm, le ressort va pousser vers le bas dans ce cas-là pour ramener sa longueur à son statut ni étiré ni comprimé. Donc, dans ce cas-là, la force exercée par la force résultante va être égale à la force exercée par le ressort qui va être moins K fois la compression 5 cm moins le poids 0,98, je vais trouver une force résultante de moins 1,47 newton. Okay? La force résultante est négative dans ce cas-là. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ressort exerce la force nette subie par l'oscillateur pointe vers le bas. Okay? Elle a la même grandeur que quand il est en bas complètement. On a oscillé de plus 1,47 à moins 1,47. Donc, ça veut dire que la force exercée sur la masse est symétrique autour de la position d'équilibre. C'est encore le cas. Okay? Ce qui est tout à fait logique. Okay? Puis, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est évaluer. Donc, si on regarde ici. Excusez. On achève, on achève. Donc, c'est ça que je viens d'évaluer avec vous. Donc, la force exercée sur le ressort, ici, quand il est au point le plus bas, la force résultante sur la masse positive au point le plus bas, nulle au centre, négative au point le plus haut. Donc, on a notre oscillateur à sa position d'équilibre. Okay? Le poids est toujours constant négatif. La force exercée par le ressort, elle, quand le ressort est mettons, à sa position d'équilibre, où il y a là, le ressort est ni étiré ni comprimé, par exemple. Donc, il exerce aucune. Ça, c'est la force exercée par le ressort. Le poids est négatif, donc la force résultante est négative. Le système arrive en haut. Le ressort est comprimé de 5 cm. La force qu'il exerce est négative. Poids négatif. Force résultante, moins 1,47. On passe par la position d'équilibre. On passe par la position d'équilibre de l'oscillateur où la force exercée par le ressort puis le point des grandeurs égales et opposées. On arrive en bas où là, le ressort est étiré au maximum.
Il exerce la plus grande force qu'il est capable d'exercer est positive avec une quantité négative pour le poids, ça donne une force résultante. Puis on voit que la force résultante oscille de façon symétrique autour de la position d'équilibre. Okay? C'est ça qui va caractériser un oscillateur harmonique simple. Okay? La dernière question, on vous demande d'évaluer l'énergie mécanique totale au point le plus bas, au sommet, puis au sommet de la trajectoire. Okay? Donc ici, je ne ferai pas l'identité trigo, là, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait la question juste avant. On a un terme pour l'énergie cinétique, un terme pour l'énergie potentielle gravitationnelle, puis un terme pour l'énergie potentielle élastique. Okay? Donc au point le plus bas de la trajectoire, la vitesse est nulle. Okay? Donc, il y a de l'énergie potentielle. Comme il est au point le plus bas, on considère les quantités positives vers le haut symétriques autour de la position d'équilibre. Donc, on est à moins 15 cm de l'équilibre. Le ressort a été tiré de 25 cm. L'énergie totale me donne 0,159 joules. Okay. Au sommet de la trajectoire, mais encore là, mon ressort est immobile au sommet. Ma masse est immobile au sommet de la trajectoire, pas d'énergie cinétique. Je suis 15 cm au-dessus de la position d'équilibre, donc l'énergie potentielle gravitationnelle est positive. Puis mon ressort est comprimé de 5 cm. Donc, comme le terme est au carré de toute façon, qu'il soit comprimé ou étiré, c'est toujours une quantité positive de l'énergie potentielle élastique. Donc, 0,159 joules positive également. Okay? Donc, ce que ça me donne, c'est ça ici. Si je regarde un petit peu comment ça oscille, okay, là, c'est juste un petit peu plus complexe parce qu'il y a trois sources d'énergie en même temps dont on doit tenir compte. Là, okay? Vous avez l'énergie cinétique qui oscille comme ça, l'énergie potentielle gravitationnelle qui oscille comme ça, l'énergie potentielle élastique qui oscille comme ça. Mais la somme des trois, mettons si on regarde au sommet de la trajectoire, okay? Au sommet de la trajectoire, on avait l'énergie. Excusez, là. OK. Donc, au sommet de la trajectoire, qu'est-ce qu'on a? Un maximum d'énergie potentielle gravitationnelle, un maximum local d'énergie potentielle élastique, parce que là, localement, la compression atteint un maximum pendant une fraction de seconde. L'énergie cinétique est nulle. La somme des trois termes donne l'énergie totale, 0,159 joules. On continue. On passe par la position d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe à la position d'équilibre? La vitesse est maximale, donc l'énergie cinétique est très grande. Il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle, puis mon ressort est légèrement étiré pour traduire la position d'équilibre, donc il y a un peu d'énergie potentielle, ça donne l'énergie totale. Quand on est en bas complètement, ben là, à ce moment-là, c'est là que le ressort a été tiré au maximum, donc l'énergie potentielle élastique est très grande. Mais comme mon ressort est plus bas que la position d'équilibre, j'ai mis une énergie potentielle gravitationnelle négative, donc la somme des deux, puis comme le bloc est immobile, pas d'énergie cinétique, la somme des deux donne l'énergie totale. Donc même un système vertical voit son énergie mécanique totale conserve. Comme toujours, si vous avez des excusez, ok. Comme toujours, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez-les dans le forum sur Moodle, dans les commentaires à la suite du vidéo si vous préférez. Sinon, on a une période de disponibilité, au moins une période de disponibilité à chaque semaine. Gênez-vous pas pour poser des questions sur les exercices, sur la matière, sur les aspects qui vous semblent un peu plus obscurs, puis que j'aurais peut-être moins bien expliqué selon vous. Ok. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit la prochaine.